Bonjour et bienvenue dans les matins de l'ENAIC sur OM5. Vous le voyez, un nouveau visage. J'arrive de Tahiti, comme mon nom ne l'indique pas, mais j'ai aussi un petit peu de son breton, ceci explique cela. Donc les présentations étant faites, passons maintenant au sommaire de cette émission. Aujourd'hui, je serai avec Rafika Kadour, la vice-présidente de l'association Avan. Mourad Slimani sera également avec nous et Raymond Senet, qui est docteur en physique nucléaire. Nous aurons également sur ce plateau Nathalie Viro, RH et Talent Management du Louvre Hôtel Group pour parler du salon LHR Emploi. Entre autres invités, nous aurons également Ken Carlter, qui est chanteur, auteur, compositeur et organisateur du premier Heiva de Paris. C'est un concours de danse. Nous aurons aussi sur ce plateau Denis Garnier pour les Pacific Acteurs, un voyage conflictuel à Saint-Pierre et Miquelon. Et puis sur ce plateau, Jean-Baptiste de Panafieux pour cette première émission, qui est auteur, réalisateur, conseiller scientifique. Avec lui, on va parler d'une alimentation plus équitable grâce aux insectes. On verra ça tout à l'heure. Dernier invité sur ce plateau, Didier Zanette, qui est un aventurier pas comme les autres. Il est toujours à la recherche d'objets d'art, mais dans la région Océanie. Notre première invitée est Nathalie Viro. Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes RH et Talent Management. Talent Management, ça veut dire ? Eh bien, tout simplement, on manage le talent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, effectivement ? C'est tout simplement développer les talents, les faire évoluer en interne, avec, bien évidemment, beaucoup d'outils. Et nous aussi, on espère du talent en RH. Alors, les outils que vous utilisez, quels sont-ils ? Alors, on a, par exemple, au sein de notre groupe, nous avons un outil interne qui s'appelle People on the Move, et donc qui est notre outil de mobilité interne pour faciliter la mobilité interne inter-hôtels et aussi entre le siège et les hôtels. Voilà, ça facilite par exemple aussi les formalités administratives, tout simplement. Alors, vous allez participer au salon LHR Emploi. Ça fait déjà quelques rendez-vous que vous participez à ce salon. Au début, vous aviez combien d'offres ou plutôt de demandeurs d'emploi qui venaient vous voir ? Alors, j'ai pas de statistiques pour mon stand spécifiquement, pour mon groupe. Ce que je sais, c'est qu'à la création du salon en 2011, il y avait 4000 participants et maintenant on a dépassé les 5000 participants, donc 3 ans après. Et nous, par contre, sur notre stand, la dernière édition qui a eu lieu en mars, on a eu 600 candidats sur notre stand. Et au début, vous n'en aviez pas eu autant ? Non, on en avait moins. Après, on est quand même un groupe connu et reconnu dans le milieu de l'hôtellerie-restauration. Mais on était plutôt autour de 300-400. Donc, on voit bien effectivement qu'il y a une augmentation du nombre de candidats. Alors, concrètement, comment ça se passe ? On arrive dans ce salon, les demandeurs d'emploi arrivent. Ils ont un choix d'entreprise. Et ils postulent directement, ils déposent leur CV. Alors, il faut déjà savoir qu'en amont du salon, il y a une communication qui est faite par les organisateurs du LHR, donc le journal L'Hôtellerie-Restauration. Qui sont organisateurs, exactement, qui sont organisateurs de ce salon. Ils envoient une communication par mail aux personnes qui sont abonnées à la newsletter du journal, que ce soit sur Internet ou la version papier. Il y a aussi, bien sûr, une campagne d'affichage faite dans le métro parisien. Pour demander aux demandeurs d'emploi de venir avec les bons documents. C'est ça, et déjà les informer que de la date du salon, bien évidemment, du lieu, ça peut servir, et effectivement, donc de préparer les documents dont on a besoin, donc CV et lettres de motivation à jour si possible. Alors moi, je vous propose de regarder une vidéo, c'est pour présenter votre groupe, et ensuite on revient et on donnera quelques conseils aux demandeurs d'emploi.
Ah ben dis donc, ça donne la pêche en tout cas. Louvre Hôtel Group, on pense qu'il y a un seul hôtel, c'est genre l'hôtel du Louvre. Eh bien mais non, pas du tout. C'est plus de 1100 hôtels dans plus de 40 pays. Et effectivement, j'espère que le film reflète effectivement ce que nous sommes, puisque nous sommes un groupe dynamique et innovant. Et c'est ce qu'on veut effectivement transmettre au travers de ce film. Alors, premier conseil qu'on peut donner à un demandeur d'emploi qui vient postuler à votre stand. J'en aurai 2 qui sont indissociables. C'est effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, avoir un CV à jour, puisqu'il nous arrive sur les salons d'avoir des personnes qui font des ratures sur le CV à la main. Donc, genre, ah non, finalement, j'ai pas fait ça. C'est le numéro de téléphone, par exemple, qui a changé ou des choses comme ça. Oui. D'autant que le salon met à disposition des imprimantes. Donc, ils peuvent très bien réimprimer, même à la dernière minute, leur CV. Et l'autre chose, c'est aussi d'avoir une présentation irréprochable, puisqu'ils viennent rencontrer pas un recruteur, mais tous les recruteurs éventuellement du salon. Et donc, effectivement, même si je postule pour un poste, par exemple, de femme de ménage. Femme de chambre. Femme de chambre, pardon. Femme de chambre. Mais oui, c'est-à-dire que il n'y a pas de petits emplois. Il n'y a jamais de petits emplois, il n'y a pas de sous-métier. Mais même quand on est femme de chambre, savoir se présenter, c'est la moindre des choses. La femme de chambre est aussi en contact des clients. Et moi, j'attends effectivement des candidats, que ce soit de la femme de chambre au directeur d'hôtel, d'avoir une bonne présentation. Ce ne sera pas forcément la même, mais en tout cas, pas de venir en jean basket. Donc pas de rature sur vos CV. Hein. Ça, non. Ça, c'est éliminatoire direct. Alors, j'essaye quand même d'aller au-delà, mais il faut vous imaginer, effectivement, nous, sur notre stand, mais c'est pareil sur certains autres stands, quand on a 600 candidats, on est sur de l'entretien express. Donc, ça dure une journée en plus. Ça dure une journée, et c'est quand même, on passe maximum 5 minutes avec un candidat. En 5 minutes, il faut que le candidat il fasse bonne impression tout de suite, qu'il sache vendre. C'est un exercice pas facile. Après, nous, on est là pour leur faciliter aussi un petit peu la tâche. Parce qu'il y a le stress qui compte. Donc, des fois, on se dit ça va être super, et puis hop, on est décontenancé par une question. Alors, on essaye quand même de les mettre à l'aise et effectivement de leur poser la bonne question dès le départ. Qui est pourquoi venez-vous ? Pour quel poste ? Et ça, c'est très important aussi. Donc, je postule pour un poste de serveuse. Voilà, donc ça c'est une première chose, très bien. Moi je vais vous demander bien évidemment si vous êtes disponible tout de suite ou si vous avez un préavis, vous pouvez encore être en poste ailleurs. Votre zone de mobilité, puisqu'effectivement... si j'accepte d'aller très loin ou si je préfère rester dans mon quartier. Exactement, et puis vous pouvez très bien être sur le point de déménager ailleurs, donc l'adresse que vous avez actuellement sur le CV ne sera peut-être plus bonne dans 1 ou 2 mois, et c'est pas à moi de choisir votre zone de mobilité. Bien sûr. Le détail qui vous ferait éliminer un candidat d'office, sans même qu'il ait ouvert la bouche, ce serait quoi ? Ah non, ça c'est pas possible. Non, ça, on donne la chance à tout le monde. Ça, c'est pas possible. Donc, tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance. Moi, je mobilise une équipe de 8 directeurs d'hôtel et RH qui viennent avec moi sur le salon, donc qui prennent aussi, bien évidemment, de leur temps de travail pour être là. Donc, voilà, ce sont des directeurs qui ont des vrais besoins actuellement, des postes ouverts. Donc, moi, j'attends effectivement des candidats qui soient aussi motivés de nous rencontrer que nous d'être sur ce salon. Est-ce que, par exemple, je me dis, tiens, j'aimerais bien travailler dans l'hôtellerie-restauration, mais je n'ai aucune expérience. Est-ce que je peux venir postuler dans votre groupe ? Alors oui, c'est possible, puisque l'hôtellerie-restauration fait quand même partie effectivement des secteurs où l'on peut réussir sans avoir fait forcément des études dans ce milieu. Avoir appris sur le tas éventuellement. Voilà, mais par exemple, il ne faut pas se dire je peux faire réceptionniste parce que je parle anglais. C'est pas que comme ça. Il faut être humble aussi au départ et il faut avoir quand même cette motivation, cette envie de travailler dans ce métier, ne pas penser que c'est qu'un job alimentaire. Il y a aussi des gens... Ça peut l'être et puis ça peut devenir après ça peut l'être, mais dans ce cas-là... un métier passion. Dans ce cas-là, je pense qu'il ne faut pas venir en salon dans un premier temps. Je pense qu'il faut peut-être se présenter directement dans un hôtel ou dans un restaurant pour avoir et une montrer un petit peu sa d'abord. motivation. D'accord. Le salon, c'est mieux d'y aller avec une expérience, en fait, avec un bagage. En tout cas, déjà. avec un projet professionnel défini. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas d'expérience, mais que vous montrez que vous êtes motivé donc pour être serveuse, pour prendre l'exemple tout à l'heure, là, moi, je passe votre CV parce que je suis aussi là pour transmettre les CV aux directeurs qui n'ont pas pu être là. Et bien évidemment, essayer de trouver... on est toujours à la recherche de la perle rare, bien évidemment. Alors, tout à l'heure, vous disiez, on ne fait pas de discrimination. Ça veut dire que même d'un côté vestimentaire, vous ne jugez pas les gens. Non. Et on se permet même de leur dire la prochaine fois ou quand vous allez retourner sur tel ou tel hôtel, faites un petit peu plus attention à votre tenue ou à ceci ou à cela, refaites votre CV. Il m'arrive effectivement de donner ma carte. Le salon, c'est vraiment, en plus d'offrir des emplois, c'est aussi pour donner des clés pour réussir son entretien d'embauche. Je pense que c'est aussi
fait pour ça, c'est peut-être ma vision en tout cas du métier, mais on est là pour ça aussi et c'est leur donner une chance de réussir par la suite. Alors le salon aura lieu le 25 septembre, l'entrée est libre, hein, ça commence à 9h, ça finit à 18h. Toutes les facettes du métier de la restauration et de l'hôtellerie sont représentées sur place au salon. Il y a une cinquantaine de recruteurs dont vous faites partie et on le rappelle, le Louvre Hôtel Group, c'est des hôtels à petit prix, ce sont des hôtels de luxe aussi, donc il y a vraiment toutes sortes de catégories d'emplois qui sont proposées. Exactement, nous on a 6 marques qui vont du 1 au 5 étoiles. On va là plutôt recruter pour l'Île-de-France parce qu'on sait que les candidats sont plutôt mobiles sur l'Île-de-France, mais moi j'invite aussi les candidats qui sont mobiles ailleurs à venir puisque je peux bien évidemment transmettre leur CV à des directeurs d'hôtel qui seraient en province. Alors c'est vous qui choisissez, vous faites un premier tri. Hein. Oui. Sur ce salon, il y aura un espace service en salle. Est-ce que vous participez à cet espace ? Non, on ne participe pas parce que nous, notre cœur de métier, ça reste l'hôtellerie, la restauration bien évidemment sur certains de nos enseignes. Il y a des restaurateurs qui seront là et donc voilà, parce chacun que sa spécialité. Pour parler de cet espace service en salle, en fait, il y aura des maîtres d'hôtel, des sommeliers, il y aura des barmen, des enseignants aussi. Ils seront sur place pour faire une sorte de mini-conférence, expliquer le métier et si on a des questions à propos de ce métier, c'est le moment de les poser. Et même si chez nous, cette année, c'est l'année de la restauration sur nos hôtels campaniles, il n'empêche que, par exemple, nous n'avons pas ce type de métier comme sommelier, donc nous ne sommes pas les plus à même d'en parler. Donc voilà, on préfère laisser ça à ceux qui ont des sommeliers au sein de leur structure. Oui, parce qu'en fait, j'ai invité Nathalie Viraud. Elle est une de ces entreprises qui sera présente au salon le 25 septembre. Donc ce salon est biannuel. Il y en a eu un au mois de mars, un autre au mois de septembre. C'est organisé par LHR Emploi, c'est-à-dire l'hôtellerie-restauration. Voilà, et c'est un magazine au départ. Oui. Alors pour vous, c'est un gage de réussite, j'ai envie de dire, c'est sur des professionnels. C'est le journal, ou en tout cas l'un des journaux les plus lus dans le milieu. Donc effectivement, on sait qu'il y a une communication facilitée. J'aimerais revenir sur les demandeurs d'emploi. Quels conseils on peut encore leur donner quand ils viennent vous voir, vous ou d'autres entreprises, puisque les conseils que vous allez donner vont aussi servir pour les autres. D'une façon générale, c'est vraiment la motivation et d'être clair dans son discours. C'est-à-dire que si je ne sais pas trop ce que je veux, vaut mieux... Il nous est arrivé des candidats qui, en fait, par peut-être souci de vouloir bien faire, veulent se positionner sur différents postes. Mais le problème, c'est que j'ai eu le cas d'un monsieur une fois qui me dit moi je suis adjoint de direction ou homme d'entretien. On est quand même sur un grand écart de compétences. Je lui dis, il faut choisir. Il faut quand même choisir. Il y a certains postes qui peuvent être un peu similaires, mais en tout cas, il ne faut pas... Je peux entendre. Ça montre aussi un certain... un grand champ d'action pour cet employé. Ça veut dire qu'il est capable de mener une équipe. Ça peut aussi, en fait, quand on a vu son CV, en fait, effectivement, on avait vu qu'il y avait une grande période malheureusement de chômage, voilà. Donc, on est plus quelqu'un qui avait vraiment envie de travailler et qui, de peur de louper un poste, préférait de donner toutes ses compétences. Donc ça, il faut éviter. Il faut quand même éviter. Il ne faut pas non plus se sous-vendre et, entre guillemets, se brader. Quand on a été adjoint de direction, on peut redevenir adjoint de direction. On est quand même dans un milieu qui embauche. Donc, il ne faut pas hésiter à être aussi sûr de soi, en tout cas sûr de ce qu'on vaut. Et en même temps, il ne faut pas non plus demander la lune. Je suis serveuse, je ne postule pas pour un poste de direction. Non, parce que il faut d'abord commencer par faire ses preuves en tant que serveuse, en tout cas chez nous. On a, j'en ai parlé tout à l'heure, la mobilité interne, l'évolution interne qui existe. Justement, je voulais en venir. Oui. C'est-à-dire que dans le groupe, spécifiquement, peut-être que c'est le cas dans d'autres, dans le groupe, si on a envie d'évoluer, on peut. On a 80% de nos directeurs d'hôtel qui sont issus de la promotion interne. Très bien. Donc, je vous rappelle que ce salon LHR Emploi aura lieu le 25 septembre au 104 rue d'Aubervilliers. Si vous voulez en apprendre plus, www.l'hôtellerie-restauration.fr et il y aura un numéro de téléphone. Et puis sinon, vous venez nous voir sur notre page Facebook. Je vous donnerai toutes ces infos. Merci Nathalie. Merci et à bientôt. À bientôt.
Bien que son titre impressionne, je reçois un monsieur charmant, monsieur Raymond Sonnet, qui est docteur en physique nucléaire. À côté de lui, Rafika Kadour, qui est la vice-présidente de l'association Assiven. Ensemble, nous allons parler de la soirée cinéma débat qui aura lieu le 23 septembre avec la projection d'un film, c'est Vent de sable, de Larbi Benchika. Et c'est une soirée organisée par l'ADOC, l'association des cinéastes documentaristes. Bonjour tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, ce film, on va en parler. Je vous propose de regarder un extrait et on revient juste après. Oui, là, il a dépassé la dose. Il y a des traces de plutonium. Ouais. Alors, la durée de vie, ça, c'est 24 400 ans, enfin la période. Donc, la décroissance, il faudrait 10 périodes, 240 000 ans pour que ce soit plus nocif. Ce que j'aimerais, c'est voir la tour. On va voir les pieds, il faut monter un peu plus à gauche là. Un peu plus à gauche ici. Je vais voir là-bas cette ferraille. Est-ce que c'est un morceau de tour Non, ça c'est... Voici maintenant que l'heure H est proche. Vous vivez dans le blocos de la mise à feu, la minute solennelle de la première explosion atomique française. On a servi de cobaye, comme les souris dans un laboratoire. La même chose. Les vaisseaux, tout qui éclatait, dur comme du bois. Alors quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Des cachets, des cachets, des cachets. Et on vous bourre avec ça. Et on vous fait passer les douleurs avec ça. فرنسا ما دارت فينا خير. ما دارت فينا خير وهي زعما قالت لك دارتها في بلاصة خالية من السكان. ها اسك هاد البلاصة خالية من السكان. هاد البلاصة ما فيها رياح اللي هي تجيب الراديو اكتيفيتي. هاد البلاصة ما فيها عباد، الحيوان كامل ضاع. Et oui, c'est un sujet difficile, hein, même encore aujourd'hui. Absolument. Et c'est pas prêt de décroître. Pourquoi vous dites ça? Parce que y a toute une contamination sur place, il y a des déchets radioactifs, il y a des tas de choses, et ça ne disparaîtra que par décroissance naturelle. Donc, ce que disait Bruno Barillot tout à l'heure, c'est que... Des milliers d'années. Pour certains produits, c'est des milliers d'années, pour d'autres, c'est plus court, mais il y a encore des activités importantes dans un certain nombre de produits. Il montrait des déchets de lave radioactive, des choses comme ça, où il y a encore des problèmes. Oui, alors vous, Rafika, vous êtes la vice-présidente de l'association pour les irradiés du Sahara. Oui. Vous êtes allée sur place? Je suis originaire de Regan, donc je suis bien placée pour savoir les effets négatifs qui se sont passés déjà au sein de ma propre famille. C'est votre papa qui est... non, c'est mon frère aîné. Ah oui, c'est mon papa. Qui est originaire de la région. De Regan, oui. Vous en savez des choses. Et donc mon frère a eu, alors qu'il n'était pas là, mon plus jeune frère, lors des essais. Donc mon frère aîné était là-bas, donc lui il est mort d'une leucémie foudroyante. En 2 ans il est parti. Et ça c'était en quelle année? Ça c'était en 1900, lui il est mort en 1980. D'accord. Et puis... et les essais ont eu lieu le 13 février 1960. 1960. Le 13 février qui est une journée un peu noire, plutôt noire pour nous. Bien sûr. Et mais est-ce que le cas de votre frère d'avoir déclaré une leucémie était un cas, je dirais, pas isolé, mais est-ce qu'il y en avait plusieurs dans la région comme ça qui Alors, sont le problème, c'est que les gens ne sont pas recensés. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas recensé les populations qui pouvaient être atteintes. Donc il y a énormément de malformations. Je pense que le gouvernement algérien va entreprendre cela. On a beaucoup d'espoir pour ça, puisqu'il a dit qu'il s'occuperait de ce problème. Donc l'association, vous faites aussi un travail de recherche à ce niveau? Voilà, alors ce qu'il faudrait, l'association, donc l'idée c'est quand même qu'on aille sur place avec des parlementaires, évidemment... pour faire un constat. Voilà, déjà pour faire un constat. L'important c'est d'apporter une aide, à savoir qu'au moins, la population. Au moins sur le plan médical, bien sûr. Que ces populations-là puissent être prises en charge,
Parce que ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Hein. Non. S'ils sont malades, non, il faut avoir les moyens, ou alors il faut s'organiser, mais il y en a beaucoup qui meurent en silence. D'accord. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas, même si certains sont morts avec des causes liées aux essais, ou pas du tout. En fait, on n'a pas de chiffres à ce niveau. On n'a pas de chiffres. On n'a pas de chiffres, on n'a pas de recensement de la population. Il y a énormément donc de malformations, puisque moi-même, dans ma propre famille, mon frère, qui en fin de compte n'était pas là-bas, il a épousé, il s'est marié, ça fait maintenant plus de 40 ans qu'il est là-bas. Il a eu 2 enfants handicapés. Et les petites n'ont pas tenu, donc vraiment très mal formées, à ne pas pouvoir se tenir debout et tout. Et arrivé à l'âge de 12 ans, elles meurent. Elles sont mortes toutes les deux d'ailleurs. Elles sont présentes dans le film Jean Boiselet de Jamel Ouahab, puisque mon frère témoigne aussi dans ce film. Et entre le moment où a été tourné le film et où il est sorti, la petite qu'on voit dans le film est décédée. D'accord. Alors vous, en tant que docteur en physique nucléaire, qu'est-ce qu'on peut dire sur tous ces essais où d'un côté, effectivement, on a un discours qui dit ce n'est pas grave, où ça s'est arrêté. Vous vous rappelez cet épisode quand il y a eu l'accident en Allemagne, on s'est dit ça s'est arrêté à la frontière. Oui, dans le cas de Germany. Voilà, et le monsieur tout à l'heure disait oui mais il y a du vent. Oui, voilà, là on est dans le Sahara mais il y a du vent. L'expérience que j'ai de ça, c'est que pendant mon service militaire, j'ai été affecté à la section technique de l'armée et j'ai été envoyé sur le site d'Inenguel-Inecker dans le Gard, où je suis arrivé 7 jours après le Beryl, le tir du 1er mai 62, qui n'était pas confiné, qui a fui comme une passoire, et où les 2 ministres, Besmer et Paletsky, étaient là. Ça a été la grande débandade cette fois-là. Mais à l'époque, on vous disait quoi? Écoutez, on vous disait c'est dangereux, mais non, pas trop? À l'époque, d'abord on était jeunes. Hein, on était jeunes, on était mal formé au point de vue radioprotection, au point de vue effet. C'est pas parce que j'avais passé un 3e cycle à ce moment-là de physique théorique nucléaire, avec ça m'emmenait pas bien loin sur ce domaine-là. Et ce n'est pas au niveau de l'armée qu'on nous expliquait ce qu'il fallait prendre comme précaution. Hein, c'était pas... On vous fournissait pas des vêtements spéciaux pour vous protéger? En principe... je dirais, c'est toujours... Vous imaginez la situation militaire, hein, c'est ceci ou c'est cela. Alors vous êtes en zone contrôlée, vous n'êtes pas en zone contrôlée. Si vous êtes en zone dite contrôlée, vous portez un badge qui vous permet de faire une mesure de ce que vous avez eu comme irradiation. Hein. Si vous étiez en zone contrôlée? La base vie d'Inenguel n'était pas zone contrôlée, donc personne ne portait de badge là-dedans. Ce qui n'a pas empêché le nuage porté par le vent de passer au-dessus de la base. Bien sûr. Hein, et de déposer, ce qui fait que les gens qui étaient là, tous ceux qui se sont trouvés dans les zones contaminées, les militaires et les habitants et les civils, hein, tout le monde a eu droit, respirant, d'avoir dans les bronches des particules radioactives. En alimentation, on en a eu. Donc, en définitive, ce n'est pas ce que le film dosimétre indique qui est le plus important et qui est représentatif, parce que ça montre que ce que vous avez eu comme irradiation venant de l'extérieur, mais toutes les radiations provenant de l'intérieur de votre contamination dans le corps, eh bien ça, ce n'est pas pris en compte. Or, on pourrait aujourd'hui, on est capable de le faire même déjà depuis longtemps, systématiquement, il y avait des postes, ce qu'on appelle des postes de pompage d'air, c'est-à-dire des petits groupes de pompage qui faisaient passer l'air à travers des filtres, avec un compteur volumétrique. Il y avait un changement de film tous les, mettons, je sais pas, 5 mètres cubes ou 50 mètres cubes d'air. On sait que l'homme moyen... Donc ça veut dire quoi? Si vous étiez en environnement fermé, vous respiriez un air filtré? Mais même si vous respirez un air, si vous êtes dans une zone qui est filtrée, vous pouvez contrôler l'air à l'intérieur. Mais dès que vous sortez, c'est plus le cas. Mais ça ne change rien. J'ai à côté de moi ici, par exemple, ce genre d'appareil qui va me donner des filtres que je vais pouvoir mesurer. Je sais que l'homme moyen, en gros, c'est 3 mètres cubes d'air qui passe dans ses bronches par jour. Je fais une règle de 3 entre ce que mon filtre il a vu sur 50 mètres cubes et ce que moi j'ai pris. Et je sais ce que j'ai pris comme contamination interne, rien que par respiration. Donc on a le moyen de savoir ce que les gens qui étaient sur place et à une zone donnée ont pu avoir comme contamination interne. Donc comme dégâts internes dans les organismes. Et ça, on est capable de le faire. Oui. Mais personne ne veut le prendre en compte. Alors pourquoi? Parce que ça dérange?
De reconnaître... je serais beaucoup plus cynique que ça. C'est pas que ça dérange. C'est que à partir du moment où on va en reconnaître un ou deux, ça fera jurisprudence et ça va coûter cher. Oui, ben oui, d'autant que les essais nucléaires français n'ont pas eu lieu qu'au Sahara, ils ont eu lieu également en Polynésie française. Alors, les autorités militaires admettent que la cohorte, le nombre de militaires qui ont été soumis à ce genre d'opération, c'est 150 000 personnes. Au énorme. Minimum. Vous ajoutez à ça les agents du CEA, les agents de direction des applications militaires, les gens des entreprises extérieures qui venaient travailler sur les sites, et vous ajoutez les populations locales. Hein. Si on accepte ce genre de reconnaissance en faible dose, parce que ce n'est pas les grosses doses, si on accepte ces effets en faible dose, ça va représenter un nombre de personnes qu'il va falloir prendre en compte et indemniser qui est gigantesque. Mais c'est déjà le cas, il y a déjà des gens qui ont été indemnisés, non? Très peu. Mais du fait qu'il y en a déjà qui ont été indemnisés, ça ouvre la porte à d'autres? Écoutez, il y a eu une loi, la loi Morin, qui a été faite avec une bonne intention. Il y a eu des décrets d'application qui ont été faits et rédigés de façon à vider de son contenu la loi Morin. Et on a encore actuellement, avec des gens au niveau des autorités administratives de la défense, qui s'agrippent à ces décrets d'application de façon à minimiser autant que possible le nombre de gens qui peuvent rentrer dans les critères d'indemnisation. Alors, deux associations seront présentes lors de la soirée cinéma débat. Hein. Il y aura vous avec l'association Assiven. Il y aura également Mourad Slimani qui, lui, représente l'association Aven. Ce sont les... Non, il présente Assiven aussi. il en est le président. Mais il y aura l'Aven, l'association Aven. C'est vous, alors. Vous, c'est l'association des vétérans. Les vétérans des essais nucléaires. Des essais nucléaires. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous attendez, vous, aujourd'hui, du public qui va vous rejoindre? Est-ce que vous attendez des questions précises? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? On attend au moins qu'il y ait une prise de conscience qu'il y avait un problème. Hein. La prise de conscience, c'est une chose qui est très importante. Et à minima, on aimerait qu'il y ait au moins une reconnaissance de la nation. Parce qu'en définitive, on a envoyé des jeunes, hein, les militaires du contingent qui étaient envoyés là-bas. Ils étaient contents de se retrouver au Sahara parce qu'ils n'étaient pas dans les commandos de chasse, dans les Comme Aurès. ceux qui étaient très contents d'aller à Mururoa, en Polynésie française. Vous êtes venu d'ailleurs avec un journal qui date un petit peu, mais le sujet est toujours d'actualité. De 1985, ça c'est un journal que l'autre association où je travaille avec ma femme beaucoup, qui est le groupement des scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire, dans la Gazette nucléaire de 1985, on avait un article sur Mururoa. On avait fait un article sur Mururoa, sur Inemguel, un petit article sur Inemguel, mais surtout on avait publié le rapport Taziev de la mission Taziev qui avait eu lieu sur Mururoa, qui est un morceau de bravoure extraordinaire, ce rapport, parce que vous avez un rapport avec des conclusions qui disent il n'y a pas de problème, dégagé, il n'y a rien à voir, et vous regardez à ce moment-là dans les annexes les rapports faits par les différents rapporteurs qui ne disent pas du tout la même chose. C'est toujours très intéressant quand on a un rapport de ne pas lire que les conclusions. Bien sûr. Et alors aujourd'hui, si on veut avoir un exemplaire de cette gazette, c'est encore possible? C'est encore possible, il suffit de s'adresser au groupement scientifique pour l'information sur l'énergie nucléaire. Donc pour tous ceux qui travaillent justement à faire reconnaître les victimes des essais nucléaires peuvent se rapprocher de vous. Hein. Oui, absolument. Donc si vous voulez plus d'infos, vous avez le site de l'association des cinéastes documentaires qui organise cette soirée cinéma débat. Donc je le rappelle, ce sera le mardi 23 à 18h30 au Ciné 104. Donc adoc.net pour le site. Il y a aussi la page du Ciné 104 qui vous recevra. Et il y a une page Facebook Les Oubliés du nucléaire également, et autrement Mururoa et Tatou qui a également une page Facebook. Et ce livre qui est disponible, ce sont les irradiés de Beryl. Il est toujours disponible. C'est les souvenirs d'un militaire du contingent qui était à Inemguel au moment du tir Beryl. Qui m'a retrouvé depuis et en définitive j'ai pris sa suite sur la station de mesure où il était et donc il a son souvenir à lui et puis j'ai ajouté un certain nombre de compléments au point de vue technique et scientifique sur la question. Voilà, alors
évidemment, on n'a Très pas répondu intéressant. à toutes les questions aujourd'hui sur ce plateau, mais on encourage tout le monde à aller vous rejoindre, bien sûr, pour cette soirée cinéma-débat avec le film ciné-débat Vent de sable de Larbi Benchika. Voilà, c'est le nom du réalisateur. Il ne sera pas présent à la soirée cinéma-débat, mais vous serez là et vous serez là également. Absolument. Merci à tous les deux. Je vous remercie de nous avoir reçus. Après un sujet un peu difficile, un petit peu plus léger maintenant avec le Heiva, et j'accueille Ken Carter. Bonjour. Bonjour. Bonjour Ken. Alors, on va te présenter quand même pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Tu es chanteur, auteur, compositeur d'origine tahitienne. Oui. Tu as grandi à Tahiti et puis tu as débarqué à Paris. Voilà, je suis à Paris depuis quelques années pour développer un peu ma carrière ici au plan national et à l'international. Et ça passe aussi par l'organisation d'événements polynésiens comme le Heivaï Paris, qui est un peu la petite sœur du Heivaï Tahiti. Oui, petite sœur parce que c'est pas le vrai concours pas tel qu'on le connaît en Polynésie. Hein. Oui, à Tahiti, c'est vraiment le grand concours qui réunit tous les archipels, où il y a du sport, il y a toutes les grandes troupes tahitiennes. Du chant aussi. Du chant. Ouais. Et ici, ça sera juste un concours de danse soliste. Donc les meilleurs danseurs d'Europe s'affronteront sur scène durant une journée. D'Europe et même de plus loin, j'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir des danseurs qui viennent d'ailleurs que d'Europe. Il y en a qui viennent des États-Unis, de la Réunion et d'Espagne. Après, le reste, c'est d'Europe et de Tahiti. Il y en a qui viennent de Tahiti spécialement pour cette occasion. Alors, pour te découvrir, on va écouter ou regarder un extrait d'un clip. Lequel tu veux? Chaka Dance. Chaka Dance. C'est mon dernier. Notre super réalisateur va nous mettre Chaka Dance. On revient juste après. On écoute juste un extrait, histoire de le découvrir. Music. Oh baby, baby, chaka chaka dance. Ken Carter, chaka dance. Oh baby, baby love, on va bouger. Oh baby, baby love, tu m'as enchanté. Oh baby, baby love, laisse-moi t'inviter. Oh baby, baby, you my baby, baby love. Tu sais, j'étais dans la peau. Je t'admire danser, toi et moi, dans ton coin du haut. Je t'ai longtemps cherché, dans la son des océans. Avec moi, je te prends, je vais te pardonner comme dans un mauvais roman. Lève ta main, elle va shaker. Wahiri, voya, ohé. De Tahiti à Paris, oh yeah. Oh baby, baby love, on va bouger. Oh baby, baby love, tu m'as enchanté. Oh baby, baby love, laisse-moi t'inviter. Oh baby, baby, you my baby, baby love. Voilà, c'est juste pour vous faire rêver un petit peu, pas trop non plus, mais vous pourrez aller sur YouTube, vous allez voir bien sûr ce clip en entier. Alors on a vu les danseurs Moena et Dan, qui sont dans la troupe Tahiti Ora, qui a gagné le dernier Heivaï Tahiti et qui sera d'ailleurs en tournée en janvier prochain en métropole. Alors comment va se dérouler ce Heiva ici, à Paris? Les éliminatoires ont lieu ce samedi, le samedi 20 septembre. Oui, parce qu'à l'heure où on enregistre, le Heiva va avoir lieu avant la diffusion, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, mais je tenais à ce que tu sois là pour la première. Donc c'est pour ça qu'on a quand même tenu à inviter Ken Carter pour parler de ce Heiva, même si à l'heure où vous allez regarder cette émission, le Heiva sera quand même passé. Mais on pourra retrouver quelques vidéos, bien sûr, sur le net. Vous allez mettre tout ça sur la page Facebook. On va mettre tout ça sur le net et on t'enverra des images. Il n'y a pas de souci, il y aura une captation sur place. Et on les remettra dans l'émission après, c'est promis. Super. Donc il y a plusieurs catégories, 5 catégories. Les garçons. 5 catégories. Il y a Oritane, ça c'est la danse des hommes. Oritoa, la danse du guerrier. Donc Raka, les hommes aussi. Ça des hommes. Couple, donc ça c'est hommes et femmes ensemble. Et après il y a Otea, donc ça c'est la danse rapide des vainés, des femmes. Et Aparima, donc qui est danse un peu plus lente sur de la musique. Alors vous travaillez beaucoup avec Manouche Le Hartel, entre autres, avec que tu connais, que je connais bien sûr, oui, et qui va venir d'ailleurs à Paris. Alors, non, pas pour cette année, l'année prochaine. Parce que elle organise le Ori Tahiti Nui Solo Competition, et ça veut dire que les gagnants du Heiva vont avoir la chance de participer à ce concours. C'est exactement ça. En fait, ils vont gagner un billet d'avion offert par notre partenaire
pour pouvoir aller à Tahiti se produire à cette fameuse compétition qui réunit les meilleurs danseurs des Heiva dans le monde. Donc il y aura les meilleurs danseurs du Heivai San Diego, Heivai Tokyo, Heivai Paris. Oui, et alors on doit faire attention, hein, les Tahitiens, et les Tahitiennes aussi, oui. parce que la danse tahitienne s'exporte bien. Elle s'exporte très bien. S'exporte très bien. Il y a plusieurs milliers de pratiquants sur plusieurs continents maintenant. Ici en Europe, ça va encore, ça commence à se développer, on va dire. Mais par exemple, aux États-Unis, rien qu'au Heivai San Diego, ils étaient 360 candidats. À Tokyo, ils sont des milliers de participants. Puis alors, c'est une vraie danse tahitienne. C'est la vraie très danse strict. tahitienne. Oui, c'est pas quelque chose de folklorique. Non, c'est vraiment la danse tahitienne. C'est un peu. Tout le monde a tendance à croire que c'est une danse folklorique, mais en fait, c'est une danse qui est très sportive, très sensuelle. Et qui a des règles bien précises, et c'est pour ça qu'il y a une fédération qui est derrière nous, qui nous soutient, la fédération de Ori Tahiti, de danse tahitienne, et qui a un peu, on va dire, mis les bases de chaque pas, de chaque signification, de chaque geste, et qui emmène son jury un peu partout. Nous, on aura un jury qui viendra exclusivement de Tahiti, dont le vice-président de la fédération Matani Kainuku. Et ils vont regarder tout ça, ils vont noter, et c'est très strict. Oui. On va regarder juste un extrait de comment se passe le Ori Tahiti Nui Solo Competition. C'est une vidéo qu'on a trouvée sur le net, sur YouTube, qui vous montre un petit peu le niveau des danseuses, d'où qu'elles viennent. Ah non, ça c'est pas grave, on va mettre justement, ça c'est la bande-annonce. La bande-annonce, oui. Voilà, et maintenant on va regarder cette vidéo avec les danseuses qui concourent pour le Ori Tahiti Nui Solo Competition. Ah non, c'est Pour parler de l'organisation de ce Heiva, au début, ça a démarré doucettement. Et puis, d'un coup, tout le monde qui a voulu, qui s'est réveillé, qui a voulu s'inscrire et même acheter des places. Oui. Aujourd'hui, on est complet depuis plus d'une semaine. Donc, on est très content au niveau du public. Il y a eu un vrai retour. Mais c'est vrai que les premiers mois, les gens étaient un peu tatillons. Ils se sont dit, est-ce que ça va vraiment se faire? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Bon, j'achèterai au dernier moment. Et aujourd'hui, on est obligé de refuser du monde. Puis j'ai eu quelques retours aussi négatifs du style, oui, mais ce qu'on voit des fois en France, c'est un petit peu... dans les spectacles de danse un peu trop folklorique, justement, entre guillemets, et ils avaient peur que ça ait ce côté un peu trop folklorique et qu'il n'y ait pas un côté professionnel au non, concours, ce sera un Heiva de bon niveau, parce qu'il y a quand même des danseurs qui ont fait de vrais Heiva à Tahiti plusieurs fois. Il y en a qui ont fait de Ori Tahiti Nui Solo Competition, il y en a qui ont fait de Heivai San Diego, qui viennent donc participer à cet événement, donc il y aura un très bon niveau. Et on est à combien de danseurs qui vont participer? Il y en aura 35 qui sont inscrits. Hommes et femmes, 8 hommes et 27 femmes. Ce qui est plutôt bien pour la métropole. Une première, oui, ouais. Ce qui est bien pour une première. Et comme il n'y a qu'une catégorie d'âge, donc c'est un peu un concours qui est open, mais si on avait eu des enfants, je pense qu'on aurait plus de monde. 35, c'est bien pour une première année, et en plus, comme ça dure une journée, il faut que ça rentre dans le... Donc une catégorie d'âge, ça veut dire qu'il fallait avoir... Entre 15 minimum et plus. 15 et plus, donc on peut avoir des danseurs ou danseuses de 60 ans? 60 ans, mais bon, je pense pas que... Je crois que pour le Ori Tahiti Nui Solo Competition, il y a eu oui. Mais donc plusieurs danseurs de 15 et plus pour ce premier Heiva, la première édition du Heiva et Tahiti. En tout cas, bravo, et il fallait être courageux pour organiser ce Heiva à Paris. Merci beaucoup. Parce qu'on se dit, à Paris, on va peut-être pas avoir beaucoup de danseurs, et il y en a quand même un peu moins de 40 qui vont participer. Donc vraiment bravo. Si on a envie d'avoir plus d'infos sur le Heiva, il y a une page Facebook. Il y a la page Facebook, Heiva Paris, il y a l'événement Facebook, Heiva Paris 2014.
Et vous pouvez écrire aussi à heivaipari@gmail.com qui est l'adresse mail de Et autrement, on va l'organisation. sur ta page Sinon, officielle. Ken Carter, vous pouvez aussi aller voir sur ma page Voilà, officielle. kencarter.com. kencartermusic.com. Voilà. Et autrement, la page officielle sur Facebook Sur aussi Facebook, de Ken ouais. Carter. Voilà, merci pour cette... Je voulais en profiter pour cette première pour te remercier Oui. de m'avoir invité et je voulais te remercier aussi de participer au Heiva puisque tu seras Oui, la je présentatrice de participerai. l'événement. J'aurai le plaisir de présenter cet événement, effectivement, mais je ne serai pas toute seule. Avec Peterson Cowan. Avec Peterson Cowan. Et juste un dernier mot, puisque tu en parles, sur les membres du jury qui vont participer aussi à cette première édition. Alors il y aura Teoura Marakai, Joël Berg, Touari Traki qui est le meilleur danseur du Heiva 2012 qui arrive qui là. fera une démonstration et Matani Kainuku qui est le vice-président de la fédération de Ori Tahiti. Voilà, et si vous n'avez pas la chance d'avoir eu des tickets, c'est pas grave, vous pourrez vous rattraper avec les vidéos sur la page événement ou sur la page Facebook Heiva i Paris. Merci Ken. Merci Dénéique. Allez, un autre invité sur ce plateau des matins de l'ENAIC pour cette première émission. J'ai invité Denis Garnier. Bonjour. Bonjour. Alors Denis Garnier, vous êtes écrivain, mais pas seulement, parce que vous êtes d'abord, avant l'écrivain, un syndicaliste. C'est ça, c'est comme ça que... On dit ça un petit peu comme un gros mot, vous avez remarqué, syndicaliste. À chaque fois qu'on se présente comme syndicaliste, c'est vrai que les gens marquent un blanc et disent un syndicaliste, est-ce que c'est un métier? Qu'est-ce que c'est? Oui. En fait, je dis souvent qu'on prend la parole de ceux qui ont refusé, qui ne veulent plus l'apprendre, quoi. Donc, effectivement, un syndicaliste, c'est celui qui va s'occuper un peu de ceux qui n'ont pas le temps de s'occuper d'eux-mêmes, quoi. Donc, on est délégué pour ça. Voilà, vous êtes... il peut y avoir des syndicalistes au sein d'une entreprise et puis des syndicalistes qui ne sont pas du tout membres de l'entreprise et qui vont intervenir lors d'un conflit, ce que vous avez fait. C'est ça, j'ai été dépêché sur un conflit à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc qui est un archipel au sud du continent canadien, quoi, au nord des États-Unis, et qui a été pris par un conflit assez difficile et dans lequel je me suis retrouvé bien malgré moi, puisqu'on m'a appelé le vendredi et le samedi soir j'ai débarqué à Saint-Pierre pour rentrer au cœur d'un conflit dont je ne connaissais rien. Et puis, progressivement... Alors, comment ça se passe justement comme ça, quand vous arrivez et que vous ne connaissez pas le problème? C'est-à-dire que là, vous allez devoir entendre les deux parties. C'est ça. La direction et les employés. Voilà, et l'originalité, c'était que j'étais plutôt du côté des employés, quoi. C'était que je venais aider les employés, les salariés, les agents de l'hôpital, puisque c'était un conflit dans l'hôpital de Saint-Pierre-et-Miquelon, et que je ne connaissais rien, ce qui est d'ailleurs un avantage, parce qu'on arrive sans a priori, à partir du moment où on nous raconte des fois des choses sur c'est comme ci, c'est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Oui. Là, mais du fait d'avoir été invité quand même par les employés... on peut d'emblée, on peut être dans l'empathie avec les employés et puis se dire que finalement la direction d'office a tort. Oui, mais mon boulot dans cette médiation, c'était pas de dire ou d'avoir un jugement sur la direction, mais de démontrer effectivement qu'elle avait tort. Oui. Ah. Et alors ça a été facile ? Ça a été une semaine agitée, et c'est l'objet de mon bouquin, quoi, dans lequel je raconte cette semaine folle, quoi, dans lequel je me suis retrouvé à la tête d'une négociation, d'une médiation, alors que j'étais d'un côté de la table, je me suis retrouvé au milieu avec d'un côté le préfet, tous les acteurs de l'île, l'inspection du travail, les syndicats, les deux syndicats de l'hôpital, les médecins, pour essayer de trouver un compromis entre tous les acteurs de l'île. Qu'est-ce qui a fait démarrer ce conflit ? Je crois qu'il y a des méthodes de management qui n'étaient pas admissibles. On est dans un hôpital qui est déjà un contexte difficile. Vous imaginez 6000 habitants sur 25 km² avec un hôpital pour répondre à tous les besoins de santé d'une population. Donc, et pas assez de personnel, j'imagine ? Bien sûr, pas assez de personnel. Et parce qu'il n'y a pas assez de personnel, parce que ça coûte cher. Et la France, les Mayous, ont une vision très... arithmétique de la santé. Et donc, pour tant d'argent, il faut autant de population, il faut tant d'argent. Ça ne marche pas du tout comme ça. Un service des urgences là-bas, il est ouvert 24 heures sur 24, même s'il n'y a pas un seul malade. Il faut pouvoir répondre aux urgences. Et ça coûte cher, bien évidemment. Mais c'est le service de la République. Et puis, ça a été un peu abandonné là-bas, c'est ça. Et donc c'est ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé dans l'île ? Ah oui. Parce que le préfet avait prévenu les responsables de l'autorité de santé
avait prévenu qu'il y avait des problèmes à l'hôpital, avait alerté le ministère de la Santé, puis ça bougeait pas trop. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est loin, c'est 5000 km, c'est 6000 habitants, on ne va pas transformer les lois de la République pour ça. Et donc, j'ai senti, oui, effectivement, cet abandon. Et ma mission a consisté à faire un pont, et c'est ce que je raconte dans le bouquin, entre Saint-Pierre-et-Miquelon et le cabinet d'un ministre, pour dire, bon, là, il faut se bouger, parce que vraiment, il y a quelque chose... Il faut faire quelque chose urgemment. Parce que ça aurait pu, tourner au pugilat Ah oui, d'ailleurs, quand j'étais allé... Vous êtes arrivé dans un conflit très difficile, dur et qui aurait pu dégénérer, parce que le contexte de l'île, il y a une solidarité quand même entre beaucoup d'acteurs. Et quand les Iliens, quand les Saint-Pierrais et Miquelonais ont l'impression d'être déconsidérés, ils s'unifient, ils se solidarisent. Et je raconte d'ailleurs... C'est plutôt bien, c'est plutôt bien, ça. Oui. Ben, vous savez, c'est des Bretons, ce sont des Basques, ce sont d'origine... Et des Bretons, même à Saint-Pierre et Miquelon. Il y a même des Bretons à Saint-Pierre. Bonjour aux Saint-Pierre et Miquelon bretons. Alors, ce livre que vous avez écrit pour raconter ce conflit, pourquoi vous l'avez écrit ? C'était un moment quand même d'une histoire militante un peu originale, quoi, d'être syndicaliste, de se retrouver à la tête d'un conflit comme médiateur, alors qu'on est plutôt souvent du côté du manche, c'est-à-dire de celui qui agit et qui conteste. Et là, de me retrouver dans un rôle de pacificateur, d'un rôle de dire, écoutez, il ne faut pas exagérer ni d'un côté ni de l'autre, essayer de il faut trouver le bon milieu. Le bon milieu, le compromis qui va permettre de sortir d'un conflit, de faire quelque chose de bien. Alors vous dites pour votre livre, c'est l'expression, on retrouve ça sur votre site, parce que vous avez un site sur lequel on peut vous retrouver, denis-garnier.fr, donc c'est votre expression toute personnelle de votre vision du monde et de son évolution sur le site. Ça veut dire qu'on retrouve ça aussi un petit peu dans le livre, non ? Oui, c'est ça. C'est un livre qui est ouvert. Les premiers commentaires que je reçois, d'ailleurs, de lecture, vont aussi bien d'un viticulteur de chez moi que d'un maire, que d'une personne qui a vécu le conflit, ou des gens qui ne sont pas du tout du milieu syndical et qui découvrent, qui ont une vision complètement différente de ce que le syndicat peut faire dans un monde du travail. J'ai vu quelques critiques. On dit que c'est pas simplement raconter un conflit, on a l'impression aussi de lire un roman. C'est ça, oui. Vous avez été aidé pour l'écriture ? Non, j'ai pas été aidé pour l'écriture. Vous aviez déjà le don, alors ? Non. En plus d'être syndicaliste. Non, j'avais un père qui était prof de français, donc ça a dû m'aider certainement, mais non, sous la forme de roman, parce que c'est une histoire, quoi. C'est une histoire, effectivement, il y a une intrigue, il y a un conflit qui a des personnages grands, le grandiloquent, des personnages haut en couleur qui animent cette île, et ça valait le coup de les mettre en valeur, et puis de mettre en valeur cet archipel aussi, qui est complètement méconnu de beaucoup de monde, quoi. Alors ce livre, Les Pacifiques Acteurs, on peut les retrouver aux éditions chapitre.com, on peut les retrouver dans toutes les librairies. Dans toutes les librairies, ça peut se commander dans toutes les librairies, voilà. Pour le site chapitre.com. Donc si vous avez envie d'apprendre un petit peu plus sur cette histoire, j'espère qu'il vous en a donné envie, on ne donne pas l'épilogue, on ne donne pas la fin, on laisse le suspense. Oui, parce qu'il paraît que ça se lit comme un roman, ça se lit comme un polar, donc autant garder le suspense. Ce roman polar, Les Pacifiques Acteurs de Denis Garnier, le livre qui raconte la grève de l'hôpital de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux éditions chapitre.com. On n'en dit pas plus. Merci Denis Garnier. Merci à vous de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir. Alors, prochains invités, parce que j'en ai deux. Ils sont venus à deux, mais ils ne parlent pas de la même chose. Jean-Baptiste de Panafieux, qui est auteur, réalisateur, conseiller scientifique. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Et puis à côté de vous, Didier Zanette, qui est notre aventurier, je disais en début d'émission, aventurier à la recherche d'objets d'art, notamment dans la région Océanie. Bonjour Didier. Bonjour. Alors on va commencer avec Jean-Baptiste. Vous avez fait l'Océanie, vous connaissez l'Océanie ? J'ai eu la chance de pouvoir aller à Tahiti, à Moorea. C'est vrai ? Oui. Et alors, quelle est votre impression ? Ça s'est bien passé ? Vous avez aimé ? C'était comme dans vos rêves ? C'était passionnant. C'était passionnant, oui. À Tahiti et à Moorea, on ne mange pas d'insectes, vous le savez. Oui. Et vous préconisez une nouvelle alimentation, en tout cas vous proposez peut-être une nouvelle alimentation, ce sont d'introduire les insectes dans notre alimentation. Pourquoi ? C'est surtout de
proposer à regarder ce qui se passe ailleurs, parce qu'effectivement, si à Tahiti, c'est pas une source de nourriture très importante. Non, pas du tout même. À moins qu'en avalant des mouches, parfois, ça a dû être, un moustique. ça a sans doute été le cas à certaines périodes, parce qu'il y en a d'excellents sûrement, mais dans beaucoup de pays du monde, les gens consomment des insectes de façon complètement normale, complètement naturelle. C'est pas une nourriture de survie, c'est pas... en Nouvelle-Calédonie, ils mangent le ver de Bancoul. Oui, bien sûr, c'est excellent. Et en Asie du Sud-Est, au Mexique, dans de nombreuses régions d'Afrique. Et c'est quelque chose de complètement normal. Ça fait partie de la vie quotidienne. On les mange dans les plats en Asie, tous les jours. On les mange... on les trouve sur le bord de la route, enfin je veux dire, on les achète comme ça, en brochette ou... Exactement, c'est de la nourriture de rue par exemple, mais c'est aussi de la nourriture de grands restaurants. Il y a des insectes peu coûteux, puis il y en a des beaucoup plus coûteux, très appréciés. Et alors, pourquoi vous dites qu'il faudrait envisager ce type d'alimentation ? Vous imaginez quoi, 20 ans, 30 ans ? Alors, dans l'avenir, il va se poser un gros problème à propos de la viande. On consomme beaucoup de viande, on en consomme de plus en plus dans le monde, et on prévoit pratiquement un doublement de la consommation de viande d'ici 2050. Et la production de viande occupe déjà la moitié des terres agricoles, utilise plus de la moitié des ressources en énergie. Parce qu'il faut de l'eau, il faut les nourrir. Il faut nourrir les animaux, il faut produire leur nourriture, donc ça demande énormément de terres agricoles uniquement consacrées à la production de viande. Et ce doublement imaginé de la consommation de viande n'est simplement pas possible. Et qu'est-ce qui fait dire que ça va doubler ? C'est par rapport à la population qui va augmenter ? Alors, il y a un peu de la population qui augmente, et puis il y a aussi des changements de pratiques alimentaires liés à l'enrichissement de certains pays, notamment la Chine, où les gens sont en train de passer à une consommation très faible de viande, avec une consommation de porc, de bœuf, qui est la consommation de luxe, et dans les pays occidentaux, on voit aussi que la consommation de viande est en fait trop élevée. On pourrait très bien diminuer notre consommation de viande. Vous avez un discours qui ferait plaisir aux végétariens. Je ne prône pas, moi, l'abstinence complète en ce qui concerne la viande. Je pense que la viande fait partie aussi de la culture des Oui, on a besoin de protéines, de toute façon. On a besoin de protéines. Les protéines végétales, ce que font les végétariens. Mais ceux qui aiment la viande, vous proposez éventuellement d'introduire dans l'alimentation des insectes. De quelle façon ? On ne va pas tous les manger comme ça. Parce que certains vont dire « Ah non, moi jamais. Je préfère mourir que d'avaler un criquet ou un cafard ou je ne sais quoi. » Il n'est pas question de manger des cafards, il est question de manger des insectes mais ça se mange. Oui, c'est pas vraiment des cafards. Hein. Ah bon, le cafard de cuisine un peu dégoûtant, on ne mange pas les mouches, on les mange pas. Non, on mange des insectes tout à fait. Là, par exemple, ce sont des petits criquets de prairie, dans des prairies qui n'ont pas été traitées par des pesticides, et c'est tout à fait comestible, c'est bon, en apéritif c'est drôle à manger. Il paraît que ça a le goût de noisette. Ça a un peu le goût de noisette, un petit goût végétal aussi. Mais bon, ça c'est pour s'habituer à l'idée. Mais ça croque sous la dent, ça doit rester entre les dents, c'est pas facile. Donc vous avez aussi une proposition, c'est peut-être de les introduire en pâte ou en farine. Voilà, c'est un peu difficile de s'habituer à l'idée qu'on va manger des insectes. Est-ce que Didier, vous mangeriez des insectes ? Bah écoutez, pour tout vous dire, j'en mange lorsque je suis en voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée, puisque le ver à sagou, qui est espèce de ver de Bancoul pour la Calédonie, est très très nutritif et possède de nombreuses protéines, donc on survit avec ça. Cuit ? Je le mange cru quand j'en suis obligé, mais sinon je préfère le faire cuire. Oui, sur des petites tiges de. Quoi ? C'est vrai que c'est un goût de noisette. C'est pas facile la première fois qu'on en prend parce que ça claque sous la dent avec une espèce de purée blanchâtre, donc on s'imagine des choses. On voit certaines émissions où ils obligent les concurrents d'un jeu à les manger crus, voire même avec la tête ou je ne sais quoi, donc c'est un peu ragoûtant, ça donne pas envie. Là, vous confirmez que c'est quand même, ça se mange. Moi, j'en mange régulièrement, voilà. Donc, mais c'est effectivement pas ça l'avenir. Oui. C'est pas ça l'avenir parce que on n'y croit pas. On peut s'habituer à l'idée que c'est possible. En introduisant les insectes d'une autre manière. Voilà. Et comme vous le disiez, ça va être sous forme, par exemple, de farine protéinée. On utilise aujourd'hui des farines protéinées qui viennent des poissons, avec tous les problèmes de surpêche, de surexploitation des océans.
On utilise des farines de soja qui sont cultivées à grand recours de pesticides, d'engrais, etc., qui ne sont pas du tout écologiques, qui posent des tas de problèmes, qui ont provoqué une déforestation très importante dans toute l'Amérique du Sud. On pourrait passer à des élevages beaucoup plus intéressants d'un point de vue écologique et même économique, des élevages d'insectes, il ne s'agit pas d'aller les prélever dans la nature, des élevages d'insectes qu'on pourrait transformer ensuite en farine protéinée. Et là, vous avez goûté des choses d'ailleurs avec cette fameuse farine? Bien sûr. Parce qu'elle existe déjà, cette farine. Il y a des... elle est pas, on ne la trouve pas à tous les coins de rue, dans tous les magasins, mais elle existe. Alors, on la trouve déjà sous forme de petits sablés aux insectes ou de petits macarons aux insectes. Où est-ce qu'on en achète à Paris? On peut en trouver dans certains magasins, on peut en commander sur Internet. Peut-être. On peut surtout en commander sur Internet. Il y a un petit producteur près de Toulouse qui s'appelle Micronutrice et qui produit, qui est pour l'instant le premier à produire des insectes élevés avec de la nourriture bio, etc. Et qui fait qui propose des produits à base de farine d'insectes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Si on a envie d'en apprendre plus, vous organisez des conférences, des ateliers autour de ce sujet, pas seulement, sur plein d'autres sujets. Je fais des conférences, voilà. Oui. Donc on peut aller sur votre site et s'inscrire et éventuellement dire, voilà, moi ça m'intéresse de vous avoir dans ma classe, par exemple, si je suis institutrice. Exactement. Alors pour en apprendre plus, je vais simplement sur votre site www.jb2panafieux.fr. Exactement. Vous avez une page Facebook aussi ? J'ai pas de page. Non, Facebook, donc juste le site web, et puis comme ça, vous aurez toutes les informations sur ce que fait JB, Jean-Baptiste de Panafieux, mais JB, c'est pour le site. Merci. Restez avec nous, on va passer à Didier Zanette, qui lui va nous raconter un petit peu cette exposition qu'il organise sur l'igname. Alors, il y a une artiste derrière cette exposition. En fait, il y a une grande artiste aborigène, donc qui vivait en Australie, puisqu'elle est décédée depuis 8 ans, et qui a réalisé une œuvre assez majestueuse. Et j'ai mis en résonance des masques liés à la culture de l'igname qui viennent du nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc j'ai expliqué tout à l'heure que j'avais eu l'occasion d'y voyager, d'y travailler également. Et de goûter des insectes. Et puisque depuis 24 ans, je vis dans cette région du monde, en Nouvelle-Calédonie et dans le reste de la Mélanésie. Oui, parce que vous êtes un galeriste un petit peu atypique. C'est-à-dire que vous allez sur place pour chercher vos œuvres d'art. Donc vous vivez parfois dans des conditions difficiles. Vous allez loin voir les populations. C'est exact. Je me suis concentré sur la région mélanésienne. Je reprends rapidement. C'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est une des plus grandes îles au monde. C'est également les îles Salomon, le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie qui est la plus au sud. Ça, c'est l'arc mélanésien. Et la Papouasie est une terre qui a été rarement visitée, on va dire, du fait des grandes montagnes qui la composent. Les montagnes vont jusqu'à 5000 mètres d'altitude. Et donc, j'ai été amené à chercher des œuvres d'art dans ces régions-là. Parfois jusqu'à 6 mois de l'année, j'étais en voyage. Alors, vous avez non seulement goûté les insectes, mais les ignames aussi, du coup. Alors les ignames, c'est un petit peu, c'est la nourriture également la plus importante pour les Mélanésiens. Elle pousse soit à l'état sauvage, soit elle peut être cultivée de manière très, rituelle. Justement, dans le nord de la Papouasie, l'igname la culture de l'igname est très soignée par les hommes, puisqu'elle représente en quelque sorte un ancêtre. Vous savez que l'igname peut être bouturé, donc quand on prend un morceau de l'igname et qu'on le replante, une nouvelle igname pousse au bout de 10 mois, et justement les horticulteurs ou les jardiniers du nord de la Papouasie, qu'on appelle la région Abelam, exercent des cérémonies une fois par an, et c'est assez fastueux avec des masques très colorés, et ils donnent cette espèce d'humanité à l'igname. C'est presque un dieu, on pourrait le considérer comme un dieu? C'est un dieu, c'est la nourriture de base, c'est comme le blé avec le pain pour les Européens en quelque sorte, hein. Donc ça peut être religieux, mais c'est surtout lié à l'ancestralité, c'est-à-dire c'est le rapport avec le monde des ancêtres et le monde des vivants. Alors cette exposition, on peut la voir où? Parce qu'elle est visible jusqu'au 29 septembre.
C'est exact. Jusqu'au 29 septembre, nous sommes situés dans une galerie au 18 rue Dauphine, dans le 6e arrondissement. Et donc c'est un hommage à cette tubercule, mais surtout on a mis en résonance donc les masques avec les tableaux et les peintures. Et voilà. Et on essaye donc on découvre l'Igname d'une autre manière. D'une manière artistique. Oui. Et vous racontez aussi, quand on vient vous voir à la galerie, vos récits de voyage. Absolument. Oui. J'en ai beaucoup. J'ai écrit plusieurs livres justement sur l'art de Mélanésie, puisque j'ai une série de livres qui s'intitule « Et si nous parlions l'océanien ?» puisque comme vous le savez, en Océanie, c'est une culture basée sur l'oralité, donc il ne reste rien à part les objets d'art qui racontent justement toute la mythologie de ces peuples. Et si on veut en apprendre un petit peu plus sur l'Igname ou sur toutes les choses que fait Didier, eh bien vous allez sur le site. Alors il y a les pages Facebook et il y a le site. Il y a galerie petit-du-6 lapita.com et puis les pages Facebook, il y a la galerie Lapita Nice, puisque oui. Vous avez une galerie là-bas aussi. Galerie Paris 6e, Aborigène, ça c'est pour la page Facebook. Oui. Et donc on découvre Didier, ce galeriste, photographe, aventurier avant tout, parce que c'est vraiment un galeriste différent, atypique comme on disait tout à l'heure. Merci à tous les deux. Merci, et je vous rappelle que cette exposition sur l'Igname va se dérouler jusqu'au 29 septembre et autrement vous aurez la page Facebook et le site pour vous rattraper. Merci encore.